L'addiction, c'est avoir perdu sa liberté par rapport à un produit ou à un système. Je m'appelle Mathieu Tullier, j'ai 22 ans et j'étais addict à l'alcool. J'étais tombé dans une dépendance où mes journées étaient rythmées par ça. L'alcool, les soirées, tout ça, ça me prenait la tête en fait. Ça a eu des conséquences, ça m'a atteint très clairement. Et en 2022, j'ai décidé de dire non. Il fallait que je trouve un moyen de m'en sortir. Je me suis donné 1 an pour aller au bout de quelque chose de vraiment difficile. En septembre 2022, je me suis lancé le défi de faire un Ironman. Un Ironman, c'est quoi? 3,8 km de natation, 180 km de vélo, 42 km de course à pied. Une des courses les plus difficiles au monde, la référence dans les sports d'endurance. Pendant 1 an, je me suis préparé pour atteindre cet objectif, pour mettre un terme à mes addictions, et pour prouver aux autres, à ceux qui croyaient pas en moi, que j'en suis capable. En gros, dans l'idéal, il faut qu'il n'y ait rien qui cogne les autres. Je pense que ça passe pas ça. Si, ça va, c'est mou, mais je veux pas un truc, tu sais, genre le casque, là, je veux pas faire. J'ai toujours été sportif. À 7 ans, j'ai commencé le rugby, puis j'en ai fait pendant 10 ans. Mon rêve, clairement, c'était d'être rugbyman professionnel. Mais bon, ça s'est pas passé comme prévu. Puis en école de commerce, j'ai commencé à boire, fumer. C'était plus devenu une priorité. Et en 3e année d'école, je suis parti en échange universitaire aux États-Unis, où j'ai intégré une équipe de rugby exceptionnelle. Mais sur la dernière action d'un match, je me suis fait une fracture ouverte de la clavicule. Donc en vrai, c'était assez dur, parce que ça voulait dire que le rugby c'était un peu terminé pour moi. Mais je voulais pas arrêter le sport, je voulais pas retomber dans mes addictions. Donc j'ai trouvé un sport qui sollicitait un peu moins mon épaule, la course à pied. Et au fur et à mesure, je me suis tourné vers le triathlon. Salut loulou. Allez. On ne rappelle pas du matin. Moi, envoyer un petit SMS. On est bon là, hein. Il y a tout là. Salut mon Mathieu. Un samedi. Bon, vous m'appelez quand vous arrivez. Ouais, de toute façon, on se voit samedi après. Bon, n'oubliez pas mon petit SMS ce soir. Ouais. Je m'appelle Elisabeth Tullier et je suis la maman de Mathieu. Je pense qu'il y a 1 an, il se cherchait, il voulait faire du sport, il ne pouvait pas continuer le rugby. Il a trouvé ce sport et je pense qu'il s'est trouvé aussi en même temps parce que ça lui a permis de se fixer un objectif. Il s'entraîne d'une façon intensive en cumulant ses études, etc., ses stages, ses boulots et ça demande une rigueur mentale que je trouve assez admirable pour un garçon de son âge. Ouais. Je me suis lancé le défi de faire un Ironman en 1 an. Au départ, j'étais un peu une tête brûlée. C'est-à-dire que je m'entraînais sans coach, tout seul. J'allais m'entraîner tous les jours à haute intensité. Je mangeais pas assez. Pour moi, manger sain, c'était manger moins. Je dormais pas assez. Tous les jours, je me réveillais à 5h du matin pour aller m'entraîner. Et tout ça en plus du stage, des cours, du documentaire, de la vie personnelle. Donc j'en suis devenu fou en fait. En vrai, tout ça a eu un impact assez négatif. Ça en est devenu carrément dangereux. Je suis tombé à 3% de masse grasse. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me faire accompagner. Et c'est là que Adrien Kieffer est devenu mon coach Ironman. Je lui ai montré les plans que je faisais moi-même. Et il m'a tout de suite dit que si je continuais comme ça allait pas le faire. Je suis Adrien Kieffer. Je suis coach à la CBB Triathlon.
Et je suis également coach de triathlètes longue distance et notamment de triathlètes qui préparent un Ironman. Ah, c'est une belle histoire le début. Mathieu était inscrit au club de triathlon de la CBB. Et puis il me raconte le projet et ça m'a touché. Et il m'a dit, est-ce que tu peux au moins regarder un peu les programmes de base que j'ai? Et je dis, bah oui, bah envoie-moi avec plaisir, je regarde ça, je te donne mon avis. Et quand Mathieu m'a envoyé ce programme, je me suis dit, bah, avec ce programme, je ne suis pas sûr qu'il réussisse son Ironman. Toute cette période sans coach a eu un impact négatif sur mon mental. J'étais super irritable, je pouvais m'énerver pour la moindre chose. Je voulais plus voir personne, j'avais plus de vie sociale. Et en y repensant, en vrai, je sais même pas comment j'ai fait pour tenir. Il aurait été dans une situation où il ne travaillait pas dans la journée, etc. Ça aurait probablement été différent. Mais là, il travaillait dans la journée. Et surtout, il y a eu même des moments où ça nous inquiétait un peu parce qu'il ne sortait plus. Il était au lit tous les soirs à 21h. Il avait quand même un peu coupé un peu sa vie sociale. Donc tu vois, avec Adrien, on a commencé à faire mes premiers plans d'entraînement. Puis je suis aussi allé voir une nutritionniste pour reprendre du poids et pour apprendre un peu sur tout l'aspect de la nutrition. Je commençais à investir dans ma récupération, donc je faisais des saunas, hammam, étirements, automassage. C'est à ce moment-là que justement j'ai commencé à progresser. En vrai, c'était toujours aussi dur, mais on commençait enfin à avoir des résultats. Ça peut être une souffrance, c'est une forme de souffrance, mais c'est surtout une récompense et un plaisir le jour J d'être finisher si justement on arrive à passer la ligne. Et clairement, il a ce trait de caractère en lui. Tu montes là un peu? Non. Oui. Bonjour madame. Ah, mais c'est le premier? Quoi? Eh ben bravo, c'est votre premier en Vous full. avez toutes les Ah, mais informations. je sais tout. Ah ouais. Je sais tout. Vous connaissez ou Super. Pour le briefing athlète, cet après-midi à 14h. Ok. En français, 15h en anglais, c'est vous qui voulez. Nickel. Merci beaucoup, c'est gentil. dimanche. À dimanche. Bon courage. Au revoir, bonne journée, au revoir. Ouais, faut que j'achète un truc pour mon coach. Ah mais il y a la finish line, tiens, on va la voir la finish line les gars. Ça va être un bon moment ça. Ça fout bien le stress comme il faut. Franchement, l'ambiance à Vichy, elle était folle. J'étais arrivé complètement stressé, mais tous les bénévoles, ils étaient là pour répondre à nos questions, nous indiquer, nous donner des infos. Sans eux, bah, tout ça, ce serait pas possible. Donc, encore une fois, merci. Voilà, bonne Merci monsieur, bon courage. Au revoir. Être arrivé à Vichy, je suis content, ça me fait un peu sortir de Paris. Mais c'est vrai que ouais, j'ai pas mal de mal à me rendre compte et ça fait un peu monter la pression, mais pas trop de stress pour l'instant et on fait les choses petit à petit. Alors, quand est-ce que j'ai rencontré Mathieu? Ça fait une éternité, j'ai l'impression. En vrai, je le connais depuis qu'on a, je sais pas, 10 ans, même pas. Donc, on a passé de nombreuses années et de nombreuses heures à côté à faire n'importe quoi.
Et on se voyait aussi à côté des cours. On était dans la même bande de potes, donc on passait vraiment pas mal de temps ensemble et surtout pas mal de temps chez lui. Ouais, il y a une période, j'avais l'impression que j'habitais plus chez lui que chez moi, quoi. Donc Ambroise, on s'est rencontrés en CM1. On était dans le même club de rugby, Arway. Et on s'est retrouvés en 6e en sport-études. Et on a fait toutes nos années et toute notre scolarité ensemble. On s'est même retrouvés en école de commerce après. Donc franchement, c'était super cool. On s'est jamais quittés depuis. Et bah, c'était important pour moi qu'il soit là à l'Ironman et il a répondu présent. Bah, Ambroise, c'est un de ses copains d'enfance. Il le connaît depuis la 6e, je crois. Et Ambroise, quand il entendra ça, ça le ferait. Il venait chercher Mathieu tous les matins pour aller au collège. Donc vraiment, ils ont une amitié, je pense, très, très forte. Donc, ouais, je pense que c'est important aussi qu'il soit là. Ouais, tu nous vois? Ouais. Ça va quoi? Pas de casse en cas. Non, ça va. Il avait ta chemise. J'ai remis ta chemise. Tu pourras la mettre devant si tu veux. Ah ouais, je suis chaud. Ouais, stylé. Je m'appelle Clotilde Mathieu, j'ai 24 ans et je connais Mathieu maintenant, ça va faire 7 ans, même voire 8 ans, parce qu'on s'est connus en seconde quand je suis arrivée, le premier jour au lycée. Et depuis on est meilleurs amis. Donc de base, je voulais vraiment venir. Parce qu'on voit son pote se déchirer tous les jours, que ce soit en vélo, à la piscine, au running, et qu'on pendant 1 an, on ne voit plus parce que moi j'ai gardé mon style de vie un peu étudiant, je continue à sortir, j'habite pas forcément à Paris, donc le suivre aussi, c'était le pousser à travers ce sport-là, et si jamais je veux rester meilleure pote avec lui, il faut que j'aille le voir, c'était juste une nécessité entre guillemets. Je pense que c'est un côté, je suis venue pour lui, mais je suis aussi venue pour notre relation, parce que forcément, si je l'aime, je vais venir pour ça aussi. Le deuxième jour, mes parents sont venus. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Je pense qu'ils ont remarqué que je m'étais énormément donné dans cette préparation et que c'était vraiment important pour moi qu'ils soient là. Donc ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Après tous les moments difficiles dans lesquels je suis passé. Donc qu'ils soient là, c'était super important. T'es pas stressé? Non, pas trop stressé. J'essaie de pas trop y penser, c'est surtout ce soir quand je vais voir mon coach et qu'il va falloir aller se coucher, etc. Quand on va se rapprocher. Et tu vas te coucher à quelle heure? À 9h? Ouais. De toute façon, quand tu seras dedans, tu seras pas stressé. Ouais, une fois que j'aurai mis un pied dans l'eau, je pense que c'est là. Merci. On se fout à la limite du Je m'en fous. score d'arriver. Je te sens stressé, Jean-Luc. X-e. Non. Si, je te sens stressé. Et je suis Jean-Luc Tullier, le papa de Mathieu. Qui y arrive et qui n'y arrive pas, ça serait une victoire par rapport à ce qu'il était au préalable. Je serais fier, j'espère que premièrement, il arrivera surtout en bonne santé. Je le trouve un peu trop jeune pour faire ce genre d'épreuve. À 22 ans, j'y connais rien, mais on a plus de résistance à 30 ans qu'à 22 ans. Je ne suis pas médecin. C'est la seule chose qui m'inquiète un peu. En 3e, j'ai commencé à boire et à fumer. Même si au début j'aimais pas ça, j'ai continué pour prouver, pour faire comme les autres, comme mes amis. Et il y a aussi une autre chose dont on parle pas assez, c'est que quand on est petit, on veut être grand. Et quand on voit des adultes boire de l'alcool, ça t'attire, parce que c'est interdit. Et chez moi, c'est ce qui a créé un peu le début de cette envie. Je suis Laurent Muraro, je suis consultant formateur en addictologie et coordinateur général de la fédération Entraide Addict. Alors, on a tous des conduites addictives. Les conduites addictives sont des pratiques qui potentiellement peuvent engendrer un trouble. Donc la question c'est de savoir est-ce que ma pratique est adaptée à la situation et est-ce que le risque d'engendrer un trouble est important ou pas et comment je peux générer ou réduire en tout cas ces risques. Par contre, ces pratiques addictives peuvent engendrer in fine une addiction, et là on est dans une pathologie bien précise, avec toujours des troubles très, très présents, mais avec une incapacité de contrôler justement ces pratiques. Pendant mon adolescence, je cherchais à savoir un peu qui j'étais et trouver ma valeur auprès des autres. Et ma consommation d'alcool et de tabac, elle m'empêchait d'avoir les idées claires et de trouver les réponses à mes questions. Pendant mon école de commerce, j'ai un peu atteint le pic de mes addictions,
où j'ai perdu toute détermination à entreprendre, travailler, et j'ai carrément redoublé mon école de commerce. J'étais un peu rentré dans un déni où j'arrivais pas à m'avouer que j'étais sur la pente descendante. J'avais mes idées qui devenaient de plus en plus sombres. J'avais un voile noir devant les yeux qui m'empêchait de voir clair et de voir la vérité en face. Maintenant, le milieu étudiant est quand même particulier parce que il y a une pression qui se fait au quotidien par les études elles-mêmes, avec des résultats à avoir régulièrement. Et puis, si on loupe l'examen, on peut louper sa carrière aussi. Il y a le côté financier. Tout ça amène une pression telle qu'à la fin de la semaine, bien souvent, il faut purger, évacuer la pression. Et ça passe bien souvent par des prises de substances et on va se mettre la tête à l'envers pour décompresser, quoi. Ok, boire un verre une fois de temps en temps, y a pas de mal à se faire du bien. Et puis, de temps en temps, ok, on peut se défouler un peu, voilà. Soit. Mais quand ça devient systématique, lorsque on rentre dans des pratiques vraiment excessives, il y a une banalisation, parce que les binge drinking, les alcoolisations ponctuelles importantes comme ça, dans le milieu étudiant, on ne peut pas dire que c'est de l'ordre de l'exceptionnel. C'est quelque chose qui est finalement banal. Alors que les conséquences, elles, ne sont pas banales. Je ne sais pas ce qu'il a fait, il ne nous a pas raconté, on préfère pas le savoir, mais... il sortait énormément, il buvait beaucoup. On le voyait arriver complètement défoncé, enfin on le voyait non, mais enfin on l'entendait arriver complètement défoncé à 5h du matin. Enfin je veux dire, c'est pas très... Une fois de temps en temps, ok, mais là c'était vraiment très régulier, très répétitif, où il arrivait vraiment complètement défoncé. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien ses potes, qui aime bien être entouré, qui aimait bien faire des fêtes ici. Voilà, je pense qu'il a une image... plutôt, comment on dit cette expression, fédératrice, voilà, fédératrice avec ses potes. Ouais. Mais il a toujours été super entouré, mais je pense qu'au fond, ils sont peut-être un peu seuls. Parce que c'est entouré d'une manière où il est toujours là pour ses copains, il est toujours à faire des soirées chez lui, parce qu'il veut toujours voir ses copains, etc. Mais je pense qu'il ne se retrouvait pas lui-même. Il se réveillait tard, il n'allait pas forcément en cours, je pense qu'il a perdu beaucoup le rythme. Et paradoxalement, je pense que c'est là où en fait, il voyait le plus de monde, où de l'extérieur, il a peut-être pu paraître le plus heureux, mais en fait, pas du tout. À un moment donné, il était vraiment pas bien, je crois qu'il avait un problème au foie. Et du coup, c'est là où je me suis dit peut-être que c'est peut-être sérieux, finalement. Ah non, peut-être qu'il a senti qu'il dévissait un peu, ouais. Peut-être que mon discours, lui, il a ressenti que ça allait pas trop, hein, donc il a pris conscience du fait qu'il était peut-être pas sur la bonne pente. C'était ennuyeux, plus qu'ennuyeux, inquiétant, perturbant, beaucoup de... Donc on en a parlé ensemble, mais il était certainement dans le déni de l'état dans lequel et de sa dépendance, hein, d'une certaine façon. Mais oui, je sais pas quoi vous dire. À cette époque, je buvais beaucoup, je fumais tout le temps et je mangeais n'importe quoi. Évidemment, pendant les soirées, j'avais de l'énergie, mais le lendemain, j'étais constamment fatigué et j'étais limite agressif avec ma famille et mes amis à cause de cette fatigue. Peut-être à l'époque, j'aurais aimé qu'on m'en parle pour justement essayer de m'ouvrir les yeux parce que j'allais vraiment pas bien. Mais l'alcool, il est tellement banalisé aujourd'hui qu'on se dit que c'est une passade, ça va lui passer et puis un jour il arrêtera, quoi. Mais au final, pas du tout, j'étais vraiment au fond du trou, quoi. Tu penses juste aux soirées, à l'alcool, à voir tes potes. Je dis pas que c'est mal, hein, mais je pense que tu peux le faire autrement. Ou trouver un juste équilibre. Et Mathieu, dans cette période-là, c'était... clairement, c'était un déchet. Hein. C'était toujours fatigué. Vraiment, il avait... c'est pas sympa à dire, mais il avait 2 tensions, quoi. Ambroise, c'est celui qui a décidé de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas suivre la masse et aller à l'encontre de ce phénomène de mimétisme. Et moi, en tant qu'ami, en voyant ça, ça m'a permis de me dire que si lui, il y arrivait, je pouvais le faire aussi. Il a carrément eu ce rôle de mentor, au final. Et c'est seulement une fois que j'ai arrêté
que j'ai ouvert les yeux sur mes addictions et sur ce processus invisible. Trouver quelqu'un avec qui on va pouvoir parler ouvertement sans peur d'être jugé, c'est extrêmement important. Alors ça peut se faire dans le cadre d'une association, mais ça peut se faire comme Mathieu l'a fait avec un ami, un collègue, ça peut se faire au sein d'une famille. En tout cas, c'est important de trouver quelqu'un dont le parcours est plus ou moins similaire, sans forcément partager toutes les expériences, mais en tout cas où on sait qu'il n'y aura pas de jugement lorsque l'on va se dire et exprimer des choses. Et quand on va sortir, bah oui, on ne sort pas seul avec le risque d'être jugé parce qu'on ne consomme pas. Bah non, on est à plusieurs à ne pas consommer et du coup on rentre dans une certaine norme. Comment j'aurais pu éviter tout ça? J'ai pas la réponse. Parfait. Let's get it. Let's go. L'addiction, c'est avoir perdu sa liberté par rapport à un produit ou à un système. Alors donc, je suis Auguste Charrier, président national de la Fédération Entraide Addicts. C'est-à-dire que l'addiction, elle arrive jamais dans un ciel tout bleu. Mais elle a une phase ludique. Elle a une phase où le produit va vous apporter quelque chose. Il va y avoir une phase rose, il va vous apporter quelque chose. Et puis, crescendo, prenant de l'ampleur, vous faisant peut-être un petit peu délaisser vos études, ou délaisser votre famille, ou délaisser le travail, ou délaisser... la liste peut être très longue aussi, devient gênant, et quand ça progresse encore, eh bien, devient pénalisant. Lorsqu'on est addicté, on est une personne en souffrance. Moi, j'ai été quelqu'un qui a extrêmement souffert moralement. Parce que j'étais conscient, dès l'âge de 20 ans, que j'étais prisonnier. Ça a plombé quand même certaines choses dans ma vie. Tout ça, je me suis dit, mais si ça m'arrive à moi, ça arrive aux autres. Le principe même de l'addiction, c'est in fine la perte de contrôle. Donc il n'y a plus de limite. Avec Mathieu, par exemple, il y avait des consommations d'alcool, de tabac qui étaient très, très fortes. Il a trouvé quelque part une sorte de refuge aussi dans la pratique sportive. Mais si on se réfugie dans la pratique sportive, à aller trop loin, trop fort, trop vite et à risquer la maladie, les accidents, on perd le contrôle. Et on est à nouveau dans une pratique qui devient non seulement excessive, mais aussi pathologique. C'est une forme d'addiction aussi, le sport, d'une certaine façon. Il a arrêté d'un coup. Donc ça a été aussi très brutal, parce qu'il aurait pu continuer à sortir sans revenir complètement défoncé à 5 h du matin. Mais il a vraiment arrêté d'un coup, quand il a commencé ses entraînements. Et puis il a arrêté un peu sa vie sociale aussi. C'est-à-dire qu'il ne sortait pas, il ne sortait plus, très peu. Dans cette vie de sociétaire à l'époque à la Croix d'Or, j'ai accompagné des gens. J'ai essayé de les aider. C'était un peu mon investissement, la mission que je me suis donnée socialement de ma vie, aider les autres. Aider les autres. La vie est difficile pour tout le monde. En vrai, je suis un mec, quand j'ai quelque chose en tête, j'y vais à fond, à 100%. Quand j'étais dans mes addictions, je me bousillais la santé. Et quand j'ai commencé le sport, je suis passé d'un extrême à un autre. J'avais plus de limites.
Alors, je suis Noémie Sarraute, je suis psychologue clinicienne et psychanalyste, ça c'est une partie de mon activité thérapeutique. Et je travaille aussi en tant que psychologue du sport et préparateur mental. Préparer une échéance sportive quand tu y mets de l'intensité, quel que soit ton niveau, tu penses tout le temps à ça. C'est-à-dire que tu dors triathlon, tu te lèves triathlon, tu manges triathlon, tu économises pour t'acheter ton vélo. Tout est cadré là-dedans. T'en attends un truc énorme. Si t'as pas du tout travaillé ce que t'en attends et que tu penses que ça va changer tout dans ta vie, alors il y a de fortes chances qu'une fois que tu l'es, tu réalises qu'en fait, ça t'apporte rien. Parce que t'auras des grosses courbatures, mais en fait, tu seras toujours le même. Par contre, ce qui t'a changé, c'est plutôt ta préparation. Ça t'a changé. J-1, oui, même moins demi-1. Ouais. Non, tu vas te coucher à quelle heure? Là, je pense que je vais faire 2-3 trucs. Avant d'aller me coucher, je vais revoir un peu toute la course dans ma tête et après je vais aller me coucher direct. Ouais. Ouais, mais que quoi? Ah oui, mamie est avec moi et on pense beaucoup à toi. Hein. Ouais, c'est trop mignon, moi aussi. Non, toute la France est à tes côtés. de Vaucresson en passant par la Normandie, le centre, nous sommes tous là. C'est génial, ça fait plaisir, merci beaucoup. Ah bah oui. Dans les moments difficiles, je penserai à vous. Ah bah non, pense pas trop, hein. Pense à toi d'abord. Ouais. Hein? Je ferai une dédicace. Je t'embrasse très très fort, mamie aussi. Ouais, je vous embrasse, gros bisous. Gros bisous, bisous. Ciao, bisous. C'est joué. Le lever, on va se lever à 3h15. Tout sera prêt, mon petit déj sera prêt, je vais juste mettre de l'eau dans les flocons d'avoine. C'était important pour moi de me sentir soutenu pendant l'épreuve, mais après toute cette prépa, j'attendais beaucoup de mes amis, peut-être un peu trop. Et à part Clotilde et Ambroise, personne n'est venu. Donc ça m'a vraiment attristé sur le moment. Mes coachs ils m'ont dit qu'il fallait pas que j'y pense et que cette course je la faisais avant tout pour moi et pas pour les autres. Puis d'un autre côté, on peut pas espérer des autres qui comprennent par quoi on passe lorsqu'on s'entraîne pour un Ironman. Ton intérêt, ta focalisation, elle est tellement importante à ce moment-là que tu peux oublier que tout le monde ne regarde pas comme toi. Et c'est super intéressant aussi de te dire, mais en fait, c'est qu'un moment de ma vie, le triathlon, ou autre. Et je comprends que les autres ne regardent pas comme moi. Par contre, tu peux aussi faire avec le fait d'être déçu. Mais ça, on revient à cette idée de pourquoi tu le fais. Si tu le fais parce que tu attends que les autres soient quelque chose par rapport à toi, il y a peu de chances que ça change en fait. Et sur le 4e tour, on écoute le coach et on essaie d'en profiter et on se dit que la course est finie et qu'on est déjà un Ironman. Et une fois qu'on arrive à la ligne d'arrivée, là on se laisse juste porter en vrai. Et on voit. Et c'est tout. Coucou Mathieu, petite vidéo pour t'encourager pour ton Ironman. 100% sereine que ça va bien se passer pour toi. Donne tout ce que t'as. Et moi je suis à fond avec toi depuis ma piscine. L'heure décisive arrive. Bon, on n'a pas tous la même vie, hein. Moi je promène des poussettes, d'autres qui font des Ironman. En tout cas, sache que t'es le plus fort. T'es un véritable exemple de la phrase « quand on veut, on peut ». Sauf que très peu de personnes arrivent à pousser leurs limites comme tu l'as fait et à faire tous les sacrifices qui étaient nécessaires pour arriver à cet objectif. Donc franchement, chapeau. Tu peux déjà être super fier de toi. Donc demain, ça sera la concrétisation du coup de tous ces efforts, tous ces sacrifices. Et j'ai trop hâte qu'on fête ça et qu'on se retrouve tous et que tu puisses enfin savourer cette belle étape de ta vie. Il est 4h15 à peu près. On va pas revenir dans la maison parce que après c'est compliqué niveau orga. Du coup on charge tout, on accompagne Tutu. Et la journée commence, hein. Elle commence tôt mais elle commence. En vrai on est dans les temps, c'est bien. Pas de stress là-dessus en tout cas.
Pas qu'on a ajouté inutilement. Non. Il fait encore bien nuit noire quand même. Putain. Le positif, c'est que là, t'es au frais. Pour l'instant, là-dessus. Je peux avoir un petit câlin. Merci mon chat. Je pense ça pour ça. Merde, putain, merde. Frère, tiens là. Allez, courage, force. Et ça fait quelque chose de le voir partir. Là, c'est du pire, on dit ça, on n'est jamais plus proche du départ, mais là, pour le coup, il a vraiment une bonne air pour se mettre dans sa bulle, refaire toute sa musique comme il appelle ça, prendre confiance en lui, se motiver à fond. Je pense que la pression, là, elle commence vraiment à monter. It will be a long day, a hard day, and that's for sure for everybody. Cet Ironman, je le fais pour moi, pas pour les autres. Allez Mathieu. J'ai pu voir Mathieu ce matin, il était concentré, mais je pense bien dans sa tête. Et au départ, il était convenu qu'il parte vraiment tranquille sur 300-400 mètres pour vraiment bien respirer, bien souffler et puis commencer à poser sa natation. Donc je pense que pas pour lui, il n'y a pas à s'en faire, je pense que tout va bien pour lui, il va nous faire ça bien. Et bon, il est parti sur un temps estimé à 1h15, donc on va voir ce que ça va donner à l'arrivée. Il faut vraiment gérer sa course, partir doucement et gérer au fur et à mesure la natation, le vélo, pas s'enflammer sur le vélo parce que derrière c'est très très long un marathon. Il faut vraiment prendre son temps, prendre son rythme et surtout vraiment s'arroser, s'alimenter judicieusement. Voilà. Allez, on y va les gars. Allez. Normalement, il a passé le kilomètre 176, donc là, il ne devrait pas tarder d'arriver parce que je crois que c'est plutôt de la descente. Donc d'ici quelques minutes, il devrait débarquer en pleine forme pour faire un petit marathon sous 35 degrés là. L'arrivée du vélo fatigué, je pense qu'il a subi
la dernière partie vélo. Je pense qu'il a pris un coup de chaleur parce que visiblement il avait des envies de vomissement. Donc, ce qui n'est pas bon pour la course à pied, surtout que là ça tabasse au soleil, hein. Je pense que vous vous rendez pas compte, mais on est tous trempés alors qu'on fait rien. Ça doit être horrible, vraiment je pense que personne n'est capable de se rendre compte à part ceux qui le font là. Il a fait le vélo qu'on attendait autour de 7 heures, donc ça bravo à lui, à 25 km/h de moyenne. Il a mis 7h20, donc on s'attendait entre 7h et 7h30 de vélo, donc après la natation, il est pile poil dans le plan, bravo à lui. Là, il fait très très chaud pour aborder le marathon. Il doit faire 35 degrés au soleil. Donc là, le corps est soumis à des difficultés complémentaires avec cette chaleur très très importante. Là, il est tout à fait capable, selon moi, là, de garder le rythme qu'il a. Alors, on a pu échanger quelques mots. Le mot d'ordre, c'est il garde ce rythme tranquille. Il finit le premier tour, on verra dans le deuxième tour. Et au fur et à mesure, j'espère que ces douleurs estomacales vont complètement disparaître. Moi, j'étais un petit peu inquiet lorsque je l'ai vu arriver du vélo parce que je l'ai vu plutôt blafard. Dans le premier tour du marathon, senti qu'il y avait la cadence était faible. Mais je pense qu'il avait raison, il se remettait en jambes, il a fait une introduction au marathon soft. Là, au dernier passage, il m'a l'air tout à fait dans son élément. Donc j'ai beaucoup moins de crainte, mais c'est normal, hein, les parents ont toujours une crainte quand ils voient leur bébé arriver. C'est une leçon de courage. Bon, je pense que c'est particulièrement difficile aujourd'hui à cause de la chaleur. Mais sinon, fondamentalement, j'étais pas très angoissée parce que j'avais vu qu'il était très très bien préparé. Et oui, je pense qu'il a changé, il a pris en maturité. Oh bah, je suis ravie pour lui surtout. Très fière moi et ravie pour lui. Parce que c'est la consécration de tellement d'efforts que je vais être vraiment très contente pour lui. Il s'est remis dans la course avec le smile et c'est ça qu'on veut, qu'il profite à fond. Il a vu le sourire et il profite pour lui et merde, hein, même s'il ne tient pas son allure, il va finir ce putain d'Ironman et à la fin il aura la casquette, le t-shirt finisher, il aura tout putain. C'est un de mes meilleurs potes, on se connaît depuis quand on fait cette taille-là, on a commencé ensemble le rugby, on a partagé beaucoup de choses, que ce soit sportivement, personnellement, on a été dans la même classe pendant des années, mais c'est un mec, il a toujours tout donné, toujours été là pour tout le monde. Donc la moindre des choses, c'est de lui rendre tout ça comme il se doit en étant là aujourd'hui et en le poussant chaque fois qu'on le voit. Ça va être dingue. À chaque fois que je le vois passer, j'ai envie de chialer. Je lui dis putain, le mec, il a chié pendant une année incomplète. Je pense que vraiment, il va être fier de lui, on va tous être fiers de lui et je pense que ça va être indescriptible par rapport à ce qui va se passer à la fin là. Et j'ai pris un peu de recul sur tout ça, sur toute cette expérience depuis le début. Et je me dis qu'au final, ça m'a fait vraiment grandir en tant qu'homme, en vrai. J'ai réussi à me sortir de ces addictions, mais au final, j'ai réussi à trouver quelque chose d'encore mieux, c'est-à-dire un principe de vie. Toujours réussir à garder dans l'équilibre. J'ai beaucoup pensé à ce que j'allais faire sur la ligne d'arrivée.